y a quelqu'un qui a tué Monsieur Brown. On ne saura jamais qui a fait ça. Tout le monde en ville est un suspect. Mais jamais je ne pourrai résoudre ce mystère. Et vous? Ce que vous venez de voir à l'instant est un cliffhanger, une action laissée en suspense afin de créer une forte attente dans le but de vous rendre obsédé de connaître la suite. Os, j'espère que vous allez bien. Attachez vos ceintures car nous allons explorer le monde imprévisible des tournants de l'intrigue et des dispositifs de scénario, enfin les plot devices pour dire le terme exact en anglais. Je ne sais pas vraiment s'il y a un équivalent en français, mais bref. Les dispositifs de scénario dans un film, une série, un livre ou n'importe quel support de narration, c'est comme les épices dans un plat. Ils rajoutent un petit quelque chose en plus pour faire de l'histoire encore plus captivante. Il y a plusieurs exemples de ces dispositifs, mais dans cette vidéo, nous allons explorer certains parmi les plus utilisés. J'en donnerai pour chaque des exemples populaires parmi vos films et séries préférés. Je vous partagerai aussi quelques anecdotes très surprenantes, vous verrez par vous-même. Il va sans dire qu'il y aura certainement des spoilers dans cette vidéo, et pour cette raison, vous trouverez en barre de description la liste des œuvres qui seront spoilées et à quel moment de la vidéo ça se passe. Sur ce, XO, le Red Herring. Le Red Herring est un élément pour tromper le spectateur en lui faisant croire que l'histoire se déroule dans une direction alors qu'elle prend finalement une toute autre tournure très inattendue. Le concept existe depuis longtemps et pas seulement qu'au cinéma d'ailleurs. C'est un concept qui est utilisé en politique, notamment pour éviter d'aborder des questions importantes en détournant l'attention sur des débats et des questions plus stériles. En rhétorique, le concept est également utilisé pour donner un argument qui n'adresse pas vraiment le sujet en question. On parle de Red Herring Fallacy. Le terme Red Herring en français veut dire hareng rouge. Il a été employé pour la première fois par le journaliste et politique William Cobbett. Dans un texte publié en 1803, il se moque des journalistes sur le fait qu'ils soient paresseux et faciles à manipuler. Il les compare à des chiens de chasse parce que quand... Oh mon Dieu. Chien de chasse. Chien de chasse. Chien de chasse. Parce qu'en fait, lorsqu'il était enfant, il s'amusait à mettre ceux-ci sur une fausse piste en traînant des harengs rouges sur le sol. Le hareng a une couleur grisâtre au naturel, mais lorsqu'il est fumé pendant très longtemps, il prend progressivement une couleur qui est un peu rouge. Et ça commence à puer, clairement ça pue. Donc voilà, lui il s'amusait à traîner les harengs sur le sol. Du coup, quand les chiens de chasse là, lorsqu'ils reniflaient l'odeur, ils n'avaient pas l'odeur qu'ils traquaient à la base, mais du coup l'odeur de l'hareng, ce qui fait que ça va leur détourner de leur véritable cible. Et depuis lors, le terme a été réutilisé dans plusieurs domaines, et notamment dans le cinéma où il désigne donc le fait de détourner l'attention du spectateur de la direction réelle de l'histoire. Le Red Herring est fréquemment utilisé dans les films d'enquête, les films de mystère, de thriller, mais il peut également être retrouvé dans d'autres genres. Il ajoute une couche de suspense et de surprise à l'histoire et permet de tenir les spectateurs en haleine jusqu'à la fin. Alors quelques exemples célèbres de Red Herrings, la série Breaking Bad. Plusieurs épisodes démarrent avec un court extrait d'un moment qui se produit soit à la fin de l'épisode ou à la fin de la saison. Souvent, l'extrait nous induit en erreur car elle ne montre qu'une pièce incomplète pour ne laisser deviner durant tout l'épisode la réelle signification ou comment on en arrive là. Par exemple, le tout premier épisode démarre avec Walter White qui filme ce qui semble être les derniers moments de sa vie avant de pointer un flingue en plein milieu de la route vers ce qui semble être une patrouille de police. On découvre plus tard que ce n'étaient pas exactement des policiers et ils n'étaient pas du tout là pour Walt, contrairement à ce qu'il a cru. La série de livres et films Harry Potter. Le Red Herring est récurrent dans Harry Potter. J.K. Rowling est une experte en la matière. Elle s'amuse toujours à nous détourner des véritables antagonistes de l'histoire en concentrant les suspicions sur d'autres personnages. Par exemple, dans le premier volet, Rogue est considéré comme l'antagoniste par le trio Harry, Ron et Hermione. Ils ont continué de le soupçonner jusqu'à la toute fin lorsqu'ils découvriront le véritable coupable. Dans le deuxième volet, Malfoy est soupçonné d'être l'héritier de Serpentard qui est responsable de la pétrification des élèves dans le château.
Mais ce n'était pas du tout le cas. Et dans le troisième volet, Sirius Black est considéré comme un tueur sans pitié qui en a après Harry Potter. Il était en réalité son parrain bien-aimé. Le Red Herring est efficace car il donne au spectateur un indice erroné, ce qui les pousse à croire du coup qu'ils comprennent l'histoire alors que finalement ils se trompent. Cela va créer un effet de surprise et de confusion vers la fin, tout en maintenant la tension au fil du dénouement. Du coup, ça me permet de faire une transition sur le prochain plot device, qui est en général le résultat d'une série de red herring qui ont été plantés pour le faire éclore. Le plot twist. Alors celui-là, vous le connaissez déjà sûrement, c'est le plus populaire parmi les plot devices, le plot twist, ou retournement de situation en français. Oui, ça ne sonne pas aussi bien. Qui est une technique du coup narrative utilisée dans la fiction pour surprendre le lecteur ou le spectateur en révélant une information inattendue qui change complètement la compréhension de l'histoire. Contrairement à ce qu'on croit, un plot twist ne se produit pas nécessairement toujours vers ou à la fin de l'histoire. Il s'agit en réalité d'un genre spécifique de plot twist appelé le twist ending. Le plot twist est utilisé dans de nombreux genres de fiction, notamment le thriller, le roman policier, la science-fiction et le drame. Il peut être utilisé pour créer des rebondissements inattendus dans l'intrigue, révéler la véritable nature d'un personnage ou changer complètement la perception du public sur l'histoire. Le plot twist est efficace car il surprend et donne l'impression d'être trompé. Il peut également renforcer l'impact émotionnel de l'histoire en changeant la façon dont les personnages sont perçus ou en ajoutant une dimension supplémentaire à l'intrigue. Alors, quelque chose de très particulier avec les œuvres qui ont des plot twists, c'est que du coup, lorsqu'on vous spoil ces twists-là, du coup, l'œuvre perd presque tout son intérêt. Et donc, je peux pas vraiment rentrer dans le détail sur les œuvres en question, mais juste dans les grandes lignes, quelques exemples de films qui intègrent le plot twist. Vous avez Parasite, qui est un très très bon exemple, From Dusk Till Dawn ou encore Spider-Man Far From Home. Et d'autres célèbres twist endings spécifiquement, vous avez le film Usual Suspect, le film Fight Club, Old Boy ou encore Shutter Island. Mais pour moi, la plus grande patronne du plot twist, c'est Agatha Christie. On pense toujours pouvoir deviner la fin de ses romans policiers, mais on y parvient assez rarement. Et c'est toujours bluffant lorsqu'on finit par découvrir la vérité. Le film Mademoiselle est un de mes cas préférés, car il intègre non pas un ou deux, mais 3 gros plot twists à des moments différents de l'histoire. À chaque fois, on pense savoir ce qui se trame entre les personnages avant de nous rendre compte qu'on nous mène en bateau depuis le début. L'histoire me rappelle un autre film français, Les Diaboliques. Tous deux sont des adaptations de romans. Psychose du légendaire Alfred Hitchcock est également une brillante illustration de plot twist et de red herring, car l'histoire change totalement de trajectoire en plein milieu du film avant de se terminer sur une fin glauque et what the fuck. Mais un twist n'est pas toujours forcément une révélation en soi, c'est-à-dire un élément qui provient en réponse à un autre survenu plus tôt. Il peut également s'agir d'un tout nouvel élément complètement indépendant du reste, mais qu'on n'a tout simplement pas vu venir. C'est le cas par exemple d'une histoire qui change de ton ou de registre en milieu du film. Par exemple, le film Le Secret de Tarabit. Putain, oh, j'ai vraiment un problème aujourd'hui avec ces mots. C'est un film qui au départ semble être un film de fantasy avec des enfants, voilà, quelque chose de plutôt léger, plutôt fantastique, qui va vous faire rire et vous faire, en tout cas pas pleurer, mais finalement il s'avère être un drame plutôt traumatisant que personne n'a vu venir. Mais il y a également le film My Girl qui intègre exactement le même style de plot twist. Je termine par le twist qui m'a le plus laissé perplexe, celui de American Psycho, un roman qui a été adapté au cinéma avec Christian Bale dans le rôle principal. Alors l'œuvre intègre un plot device appelé Unreliable Narrator ou narrateur non fiable. Ça s'explique tout seul, hein, mais vraiment en gros, on ne sait jamais si ce qui se produit dans l'histoire est vrai, partiellement vrai ou totalement faux, car on le suit de la perspective du personnage principal qui est aussi le narrateur. Le personnage principal a une perception déformée de la réalité, ce qui fait qu'on ne peut pas vraiment se fier à ce qu'il dit. Mais bon, je n'en dirai pas plus car ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire une petite pause en milieu de vidéo. Déjà pour vous demander si vous allez bien, si vous êtes bien à l'aise.
Et est-ce que vous trouvez ce format intéressant? Si oui, dites-le moi dans les commentaires ou mettez un pouce bleu. Je compte faire une série avec ce format et vous proposer toujours d'autres styles de techniques narratives. Donc il y en a encore plein d'autres techniques narratives. Là sur cette vidéo, je vais juste me concentrer sur 3 parmi ces techniques. C'est des techniques que vous connaissez déjà sûrement, peut-être que vous avez vu, mais vous ne pouvez pas forcément les nommer. Donc voilà, ce format pourra donc être une série dans laquelle j'explore 3 nouvelles techniques à chaque fois, avec des exemples et des anecdotes. Et voilà, si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner, et comme ça vous ne raterez pas les prochaines vidéos. Pour en revenir au twist, c'est un outil narratif qui existe depuis des générations. Et un des exemples les plus anciens peut être retrouvé sur les contes des 1001 nuits, qui est un des célèbres recueils de contes et de légendes au monde. Maintenant, je voudrais vraiment m'arrêter un peu sur ce livre très mystérieux, mais qui est écrit d'une certaine façon qui intègre vraiment beaucoup de plot device qu'on peut voir aujourd'hui, que ce soit dans la littérature, dans le cinéma ou dans les séries. Ce livre vraiment utilise et on va dire est un vrai précurseur de toutes ces techniques qui aujourd'hui font le succès de beaucoup d'œuvres ou ont une utilisation vraiment beaucoup plus démocratisée. Mais c'est vrai qu'on peut y retrouver une application très intelligente et très intéressante au niveau des 1001 nuits. Donc l'origine de ce livre est vraiment assez mystérieuse. On ne sait pas grand chose. Certains pensent qu'il a été compilé au cours des siècles par des conteurs arabes, tandis que d'autres croient que les histoires ont été transmises oralement de génération en génération avant d'être rassemblées et écrites sur un seul livre. Donc la première mention connue des 1001 nuits date du 9e siècle, mais la version la plus célèbre est celle traduite en français par Antoine Galland au 18e siècle. Et c'est de cette version que proviennent certains contes que vous connaissez déjà très bien, comme ceux d'Aladin ou Ali Baba ou Sinbad. Un parmi les contes contient une série de plot twists tout au long de son dénouement. Il s'agit du conte des 3 pommes. Donc dans l'histoire, un pêcheur va offrir 3 pommes à sa femme avant de retrouver l'une d'entre elles sur les mains d'un homme qui dit l'avoir reçue de son amoureuse. Lorsqu'il rentre chez lui, il se rend compte en effet que l'une des pommes a disparu et qu'il n'en restait que 2. Donc il décide de prendre une mesure qui peut paraître un peu extrême pour certains, mais voilà, il décide de tuer sa femme. Voilà. Évidemment, vous l'aurez compris, l'histoire est loin de s'arrêter là, car un vizir sera mandé d'enquêter et d'avoir le fin mot de cette histoire. Et les rebondissements ne se feront pas attendre. D'ailleurs, les 1001 nuits ont une narration vraiment qui est assez riche et qui utilise plusieurs techniques parmi celles que je vais citer. Et cela fait d'autant plus sens quand on connaît la trame principale. Car oui, il ne s'agit pas d'un recueil de contes qui sont détachés les unes des autres, mais elles sont toutes interconnectées et certains contes sont même racontés par des personnages d'un autre conte. Ce qui en soi est un procédé narratif à part entière appelé mise en abîme. Bref, il y a une trame principale dans les 1001 nuits et un personnage qui raconte tous les contes. Il s'agit de Scheherazade. Donc Scheherazade est l'épouse d'un roi. Ce même roi avait été trompé par sa première épouse et du coup il a pris la décision, pas si disproportionnée que ça, d'épouser une nouvelle femme tous les jours, de coucher avec elle avant de la tuer. Puis recommencer le même processus avec une autre femme le jour suivant, l'épouser, coucher avec elle et puis la tuer. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et il exécutera son rituel funeste jusqu'à ce qu'il épouse donc Scheherazade, qui est la fille de son vizir. Alors celle-ci commence à lui raconter les contes durant la nuit, mais elle est maligne, la Scheherazade. Elle prend toujours le soin de ne pas terminer les contes qu'elle commence. Elle ne les termine que le jour suivant. Donc, ce qui fait que, piqué de curiosité, le roi ne peut pas se résoudre à la tuer. Et ça explique voilà, pourquoi les contes de ce livre sont très bons. Parce qu'ils ont vraiment intérêt à être très bons là, pour le coup. Et du coup, ça me permet de faire une transition vers le prochain outil narratif. Car cette tactique vous est sûrement très familière. Celle de terminer un récit à un moment où vous êtes impatient de connaître la suite. Le cliffhanger. Un cliffhanger est une technique narrative utilisée dans les œuvres de fiction pour laisser les spectateurs ou les lecteurs en suspense
et les inciter à poursuivre l'histoire. Donc c'est une technique qui implique de terminer un épisode, un chapitre ou un acte sur une note de tension ou de suspense très élevé. Donc ça crée ainsi un effet de suspense insoutenable qui va pousser le spectateur à vouloir connaître la suite. Donc le concept n'a trouvé son nom qu'à la fin du 19e siècle, même si c'est un concept qui existe depuis plus longtemps que ça. Mais il a été utilisé pour la première fois donc, dans le roman feuilleton de Thomas Hardy, A Pair of Blue Eyes. Donc un des chapitres se termine par le protagoniste qui se retrouve suspendu au bord d'une falaise. Le chapitre se termine donc à ce moment-là sans qu'on sache s'il va s'en sortir ou pas. Et du coup, falaise en anglais ça veut dire cliff et suspendre veut dire hang, d'où le terme cliffhanger. L'utilisation de la technique du cliffhanger est vraiment beaucoup plus courante dans les genres de fiction tels que les feuilletons télévisés, les romans à suspense, les bandes dessinées, que ce soit les comics ou même les mangas, particulièrement les shonen, neketsu, les jeux vidéo et les films de franchise, donc tels que les Marvel et tout le tralala quoi. Donc il est particulièrement efficace pour garder les spectateurs ou les lecteurs engagés et impatients de découvrir la suite de l'histoire. Des exemples de cliffhanger, il y en a des tonnes et des tonnes. C'est l'une des techniques, on va dire, les plus surutilisées en raison de son efficacité et si vous vous retrouvez à binge-watcher des séries sur Netflix, donc vous savez de quoi je parle. Mais je vais un peu m'arrêter sur le cas Avengers Infinity War. Donc les films Marvel nous ont vraiment habitués à une réalité manichéenne où les gentils super-héros l'emportent toujours sur les méchants vilains. Mais Avengers Infinity Wars est différent pour deux raisons. Donc la première, c'est que le méchant, c'est-à-dire Thanos, il est beaucoup plus nuancé que les fous furieux avides de pouvoir et de domination qu'on a l'habitude de voir. Donc Thanos n'a pas pour ambition de plonger le monde dans le chaos ou je sais pas quoi, mais bien au contraire, il cherche même à le sauver. Donc dans l'univers et dans toutes les galaxies, donc la population totale est devenue supérieure au nombre de ressources qui sont disponibles. Donc après avoir fait une grève d'école tous les vendredis, le Thanos là, il était désespéré et il en est venu à la conclusion que la seule façon de régler le problème définitivement et une fois pour toutes, c'est de diviser la population totale en deux. Donc la deuxième différence du coup d'Infinity War par rapport aux autres films Marvel, c'est que Thanos va vraiment arriver à ses fins. Donc pour la première fois, le méchant l'emporte et les héros meurent un à un jusqu'à ce que la moitié parmi eux disparaissent sous nos yeux impuissants. Donc il est faible de dire que cela a vraiment rendu l'attente de la suite, c'est-à-dire le dernier film qui a clôturé une phase du Marvel Cinematic Universe, particulièrement longue et douloureuse. Donc jusqu'au moment où je fais cette vidéo, du coup ce film en question qui est Avengers Endgame est le deuxième film le plus rentable de tous les temps. Et ce record au box-office n'aurait pas été aussi grand sans le tremplin qu'a été le cliffhanger de Infinity War. Donc vraiment c'est pour dire la technique du cliffhanger peut être très efficace car elle permet de créer une tension dramatique qui simule l'intérêt et l'excitation du public. Donc en laissant les spectateurs ou les lecteurs avec des questions sans réponse et des situations en suspense, cela les oblige à rester engagés dans l'histoire et à revenir du coup pour connaître la suite. Une anecdote très intéressante, le cliffhanger a rejoint le monde de mimes sur internet parce qu'en effet le cliffhanger qui est particulièrement beaucoup utilisé dans les mangas et plus particulièrement les shonen, donc comme j'ai dit plus tôt, vous avez l'exemple de l'anime / manga Jojo Bizarre Adventure qui est un parfait exemple. Donc les épisodes se terminent souvent sur un climax avec la mention to be continued. Donc ce to be continued est par la suite devenu un meme sur internet utilisé à des fins comiques dans des vidéos qui coupent à un moment qui est très crucial. Le foreshadowing. Le foreshadowing consiste à